Et au fur et à mesure de travailler sur ce merveilleux territoire des Amériques, je me suis aperçu que de briser l'isolement des gens, d'abord de la francophonie canadienne, hein, commençons par là, on a un... C'est terrible là, comment est-ce qu'on est divisé. Je veux dire, parlons globalement, les Québécois et la francophonie hors Québec. Les défis que j'ai à rapprocher les gens, c'est énorme. J'en reviens pas. On me dit souvent, bon, les Québécois ne comprennent pas, ils ne savent pas. Tu sais, veut dire, Denis, ils ne comprennent pas. Puis d'autre part, on me dit, ouais, mais ils ne nous comprennent pas. Fait que, mon Dieu, quand est-ce qu'on va se mettre ensemble pour se comprendre? Tu sais, le processus de tisser un lien, de se rapprocher, hein, c'est énorme. Puis juste de s'écouter, de prendre ce temps-là, même dans le silence, s'il faut. C'est incroyable. Et on pourrait parler après ça de cette division-là. Si on est dans l'Acadie, si on est de Moncton ou si on est de Caraquette, déjà là, il y a des défis. Puis si on est d'Halifax, ou si on est du nord de la Saskatchewan ou du sud de la Saskatchewan, il y en a qui avaient le plaisir à me dire que, sais-tu quoi, Denis? Je suis jamais là à Gravelbourg. Mon Dieu, c'est notre communauté. Pourquoi? Donc, maintenant, ça, c'est entre nous, francophones. Imaginez-vous quand on arrive maintenant avec les francophones de la Nouvelle-Angleterre ou de la Louisiane. En Louisiane, on pourra en parler. On parle souvent de la Louisiane des Cadiens. Hein, les Cadiens de la Louisiane, mais pourtant, on sait qu'il y a à peu près 14 groupes qui parlent français, créole, etc., Premières Nations. Mais on exclut tous ces gens-là, puis on met des strates dans ces relations-là. Il me paraît assez impératif de distinguer la diversité d'un côté du divers, des majuscules, de l'autre côté. Donc la diversité, c'est en premier lieu un incontournable de nos réalités humaines sur lesquelles se fonde notamment la discipline anthropologique. Ensuite, en situation de démocratie multiculturelle, les discours sur la diversité autorisent une conception gestionnaire des différences en vue de politiques visant la coexistence pacifique, la reconnaissance en est une voie. Or, le divers, c'est autre chose, si nous prêtons un instant l'oreille à la pensée du philosophe martiniquais Édouard Glissant. Principe poétique et impératif ethnique, le divers régit l'identité d'une communauté dans son rapport aux multiples du monde. Et ce multiple est là, on peut y faire face ou non. Beaucoup des propos que nous entendons ici, comme dans d'autres forums de la francophonie canadienne, font le deuil d'un projet collectif et ou politique. Or, je soutiendrai qu'il ne peut exister de projet collectif, politique ou autre, sans une poétique, c'est-à-dire une manière particulière d'imaginer le monde et des manières d'exprimer cet imaginaire. Le nationalisme acadien avait sa poétique évangélinienne et on n'a qu'à lire l'ouvrage de Joséphine Thériault, Contes d'Évangéline, pour en avoir une excellente explication. Cette poétique-là est révolue, même si on continue à la tuer à coups de poignard. Je pense au Fuck You Évangeline de Céleste Godin, poème que j'adore. Et une autre, à mon sens, mais ce n'est pas vraiment un jugement spontané, vraiment, j'ai réagi au dérapage que M. Thériault a signalé, et aussi ce retour constant sur les mythologies nationales. Donc, je pense qu'une poétique globale ne s'est pas substituée à cette poétique du nationalisme traditionnel. Dans sa conférence d'ouverture, Émile Gilles-Siasson évoquait la nécessité d'un projet élargi en Acadie, et je ne peux qu'en conclure que l'Acadie a besoin d'une poétique du divers, c'est une formule et un titre de Glissant, d'une poétique du divers de son cru et à sa mesure. Je soutiens en outre que la recherche historique peut fournir, sans se soumettre à un projet, disons, volontaire, peut fournir du matériau à une telle poétique. Si nous en croyons Norbert Elias, et mes amis sociologues peuvent me corriger après, j'ai lu le texte, l'introduction de The Established and the Outsiders il y a 10-15 ans, et je ne l'ai pas consulté à nouveau pour ceci. Donc, si nous en croyons Norbert Elias, la discrimination ne proviendrait pas de telle ou telle différence précise entre une population et une autre, mais de la croyance qu'un groupe perçu comme nouveau ou étranger ne peut être pleinement intégré pour la simple raison que sa présence introduit une discontinuité fondamentale dans la téléologie du groupe. Il n'appartient pas, donc ce nouveau groupe n'appartient pas au futur de la communauté parce qu'il n'a pas appartenu à son passé. Un point, c'est tout. Ainsi, revoir le passé
peut permettre de réimaginer le présent en vue de l'avenir. Ce n'est pas le refoulement de la diversité par le pur mensonge d'une identité à composante unique qui préservera l'Acadie de la dérive postmoderne. Donc ça, c'est vraiment moi qui parle. Tout au contraire, c'est l'absence d'une poétique du divers à la mesure de l'Acadie, absence qui ne serait que le reflet de celle d'un rapport adéquat aux multiples du monde qui force le recours à des stratégies purement individualistes, au bricolage. Mais, comme dit Boileau, du choc des idées jaillit la lumière. Voilà, merci beaucoup. Ce qui est intéressant pour les communautés francophones de l'Ouest, c'est qu'ils ont, même dès le début, une diversité originale. Je pense que c'est ça que Gratien a utilisé ce terme. Une diversité originale, c'est-à-dire on a des Canadiens français, on a des Belges, on a des Suisses, on a des gens un peu partout, de différentes parties du monde, avec différentes histoires, idées, background culturel. Comment est-ce qu'on va faire un projet commun ensemble? Et je pense que même si au début du 20e siècle, on n'avait pas les mêmes genres de nouveaux arrivants qu'on a aujourd'hui, le projet demeure le même. C'est-à-dire comment est-ce que le fait français et comment est-ce que la communauté va s'épanouir et avoir une certaine vitalité avec une diversité très prononcée. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on écrit et qu'on fasse ces histoires-là, qu'on se rappelle de ce projet à relever qui existait dès le début des communautés francophones de l'Ouest. Qui nous écoute, comment se positionner par rapport à la question de la diversification ethnoculturelle, l'internationalisation. Là non plus, j'ai pas la réponse. Tout ce que je souhaite, ce que je voudrais, et j'ai pas le moyen, si j'avais le moyen, si j'avais la réponse à ça, il y a des gens bien plus brillants que moi qui se sont posés cette question-là. Mais je pense qu'il faut, bon, je vais être normatif moi aussi, mais en fait, ce que je voudrais, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse cesser de considérer ou d'envisager le référent ou la référence franco-ontarienne comme étant contraire, incompatible avec l'universel. Je voudrais que l'Ontario français soit un lieu qui existe, contextualisé, incarné, mais qui nous permettent d'accéder, mais à partir de ce lieu franco-ontarien à l'universel, en termes franco-ontariens. Donc, qui est une façon franco-ontarienne d'accéder à l'universel, à la modernité, à la postmodernité, si c'est possible. Et là, le défi, encore une fois, de la diversification, de l'immigration, de l'internationalisation, comment faire de ces gens-là des franco-ontariens, ça va pas de soi. Et moi, j'ai pas la réponse à ça, mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Je pense qu'il faut changer ce langage-là. Et dans cette relation que l'on a avec les métis, je veux dire, c'est ça, je veux dire, condamnés à travailler ensemble. Il y a quelque chose de il y a un fatalisme là-dedans. Hein, et moi, je préfère parler, peut-être nous sommes appelés à travailler ensemble. C'est à ça que contribue cette démarche de dialogue. Et l'ensemble, on espère que ce n'est pas le juste ensemble entre nous, comme francophones. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire, comme le disait Denis, cette francophonie-là? Qu'est-ce que c'est? Qui doit tenir compte de la diversité, de sa diversité, qui doit tenir compte de son histoire, de métissage de 4 siècles, de métissage de 3 siècles dans l'Ouest. Une francophonie où l'autre, il est autochtone, il est anglophone, il est immigrant. Voilà, c'est dans cette vision-là que s'inscrit ces dialogues, donc se connaître, se reconnaître dans le regard de l'autre. Il y a évidemment quelque chose une démarche pédagogique dans tout ça. Est-ce qu'on peut envisager un avenir ensemble? C'est ça la question que l'on pose aux gens de la communauté et aux métis avec lesquels nous avons engagé ce dialogue sur le même territoire que l'on partage, dont on prend soin. Et là, vous voyez la cohérence des 3 projets que je parlais tout à l'heure avec ce projet également terroir, hein, se réconcilier avec le territoire. Est-ce que nous pouvons nous réimaginer dans la relation
dans nos pratiques et dans ce que nous sommes. On a tellement à apprendre. Tout ce que j'ai fait en Alberta, en Saskatchewan, c'était pour moi des outils extraordinaires au centre de la francophonie. Et quand je me déplace dans les Caraïbes ou partout sur le territoire, je m'aperçois que ce que j'ai appris dans ce territoire-là, c'est les mêmes choses partout, les mêmes défis en éducation, en gouvernance, en santé. Et ce qu'on a appris, nous, peut être transférable, adaptable à d'autres. Et ce qu'eux ont appris, adaptable à nous. Et ce que nous avons fait en Saskatchewan avec les Métis, les Premières Nations, nous a appris énormément.